Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de sciences cognitives, de cerveau. Donc là, je vous ai donné pas mal de petites techniques, de petits tips hein, qui peuvent être utiles pour provoquer le changement. Ce sont des petites techniques qui peuvent être utiles au sein d'une équipe, qui peuvent aider aussi une équipe à mieux fonctionner ou changer le comportement de quelqu'un qui pose problème. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les sciences cognitives et euh, je vais vous parler de changement et du fonctionnement du cerveau et du corps, parce que bon, finalement, cerveau et corps, bien comprendre qu'on est une seule et unique entité. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et le corps. Hein. C'est tout ça. L'esprit, les idées sont construites par de la matière, hein, par le corps, et tout ce qui se passe au niveau émotionnel, même au niveau tout ce qui se passe dans le corps, finalement, peut avoir des répercussions sur la pensée, sur les idées. Le fait simplement de manquer de sommeil, de manquer de sucre, d'avoir faim sont des choses qui peuvent générer du stress ou modifier en fait hein, le comportement, les idées, les émotions de quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé d'entendre cette phrase de dire le cerveau ne comprend pas la négation. Alors c'est quelque chose le cerveau comprend la négation. La preuve c'est que si je vous dis qu'il est interdit de fumer ou qu'il ne faut pas fumer, euh, les gens ont compris la négation. Les gens ne fument plus dans les bureaux, ce genre de choses. Ce qui est intéressant par contre de comprendre, c'est que vous avez différents niveaux d'analyse de l'information. Alors, je vous donne un exemple. Il ne fait pas froid aujourd'hui et la pluie et les nuages sont absents. Il ne fait pas froid aujourd'hui et la pluie et les nuages sont absents. Et je vous donne une autre phrase qui est il fait un temps magnifique, le soleil brille et il fait chaud. Si vous comparez ces deux phrases, quelle est la différence entre ces deux phrases? Il fait un temps magnifique, le soleil brille et il fait chaud. Et la première phrase, c'était il ne fait pas froid aujourd'hui et la pluie et les nuages sont absents. Voilà, donc ce qui est intéressant avec ces deux phrases, finalement, elles signifient quasiment la même chose. Alors, on peut effectivement chipoter, on peut discuter, c'est pas précisément la même chose. Euh, L'absence du nuage et le fait qu'il fasse beau, c'est pas exactement la même chose. Néanmoins, ce sont deux phrases qui, d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire d'un point de vue du contenu de ce qu'il dit, elles sont sensiblement équivalentes. Par contre, en termes d'émotion, en termes de ce que vous ressentez émotionnellement avec ces deux phrases, eh ben, on n'est pas du tout dans le même registre. Dans le premier cas, on est sur un registre où on entend des mots qui ont plutôt une connotation grise, froide, pluie, etc. Et donc émotionnellement, vous allez avoir quand même ces cases qui vont s'allumer dans votre esprit d'aspects plus négatifs. A contrario, quand on dit qu'il fait un temps magnifique, que le soleil brille, qu'il fait chaud, là on va avoir plutôt des cases positives qui vont s'allumer. Et c'est exactement en fait cette problématique qu'on a en fait dans le cerveau, c'est que quand vous recevez une information, il va y avoir à la fois un traitement cognitif de l'information et en parallèle un traitement émotionnel. Alors, le traitement émotionnel est plus rapide, il est plus direct, il est plus immédiat. Mais les deux se font en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux circuits hein, dans le cerveau l'information prend deux circuits différents, au moins deux en tout cas, et vous avez une compréhension cognitive sur le sens des mots, vous en déduisez le sens, et une traduction plus émotionnelle. Et donc tout ça va influencer sur votre comportement. Voilà, donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en systémique, donc là on n'est pas au même niveau logique entre l'émotionnel et le cognitif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'adresse à quelqu'un, le non-verbal est extrêmement important, parce que le non-verbal, l'intonation de la voix, le regard, etc., joue sur l'émotionnel. Et vous pouvez dire quelque chose de très positif, mais si vous le dites avec un regard méfiant ou je ne sais quoi, ça ne passe pas de la même manière. Et c'est pour ça que les gens sentent très bien l'hypocrisie, sentent très bien le mensonge, enfin, on se fait avoir sur le mensonge, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, vous allez sentir que quelqu'un, je sais pas, il vous apparaît pas cohérent ou il y a un truc qui vous gêne. C'est souvent parce qu'il y a un décalage entre le non-verbal et entre ce qui est dit.
Donc, ayez en tête qu'effectivement, enfin, cet exemple-là nous montre que on a un aspect cognitif et un aspect émotionnel dans le corps humain, dans le cerveau, qui sont parallèles. Donc, il est relativement facile de convaincre quand on a des arguments logiques, mais cela ne suffit pas toujours à provoquer le changement. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous allez avoir des gens que vous allez réussir à convaincre parce qu'intellectuellement, il n'y a pas de problème, ils sont d'accord, mais ils ne vont pas bouger, ils vont continuer à faire comme ils font d'habitude. Et donc, le changement, si vous voulez provoquer le changement, il faut à la fois provoquer un changement cognitif, comportemental et émotionnel. Donc, je vous ai mis un petit schéma. En règle générale, le cognitif, c'est ce qu'il y a de plus facile à changer, et l'émotionnel, c'est ce qu'il y a de plus difficile à changer. Donc, vous avez des gens qui peuvent être séduits. Alors, cette règle de difficulté, elle n'est pas toujours vraie. Vous pouvez avoir des gens qui sont séduits émotionnellement, mais qui vont conserver des automatismes et des résistances intellectuelles. Donc, eux, ils sont convaincus émotionnellement, mais leur comportement et ce qu'ils disent n'est pas cohérent par rapport à ça. Vous pouvez avoir des gens qui, eux, peuvent être convaincus intellectuellement, ils veulent changer, en tout cas consciemment et dans le discours, dans ce qu'ils disent, ils veulent changer, mais ils conservent un comportement automatique et il y a des résistances émotionnelles. Ils ne sont pas tout à fait embarqués. Je sais que je dois oublier cette personne, mais j'y arrive pas, je pense encore à elle, et puis je ne peux pas m'empêcher de lui envoyer des textos, des choses comme ça. Donc vous voyez, on voit les différents niveaux. Vous pouvez aussi l'individu peut aussi détester ce qu'il fait et savoir que c'est une erreur, mais continuer à le faire par habitude. Ou tout simplement parce qu'il n'a pas expérimenté suffisamment longtemps une autre manière de faire. Donc le comportement, le corps aussi a sa mémoire et ou ses habitudes, ou ses dépendances aussi, hein, ça peut être des dépendances. Quelqu'un qui fume par exemple, il peut se dire j'aime pas fumer, je sais que c'est pas bon pour moi, je sais que je vais en mourir, ça me fait vraiment peur, hein. Émotionnellement j'ai vraiment peur, mais je continue à le faire. Bon, je suis accro, je suis dépendant, donc il y a aussi cet aspect de dépendance qui rentre en ligne de compte. C'est pas simplement un comportement, mais il y a le comportement aussi du fait que bah ouais, mais j'ai la pause avec les collègues et puis j'ai mes petites habitudes le matin, etc. Et ça, vous pouvez avoir le comportement en fait qui bloque. Finalement, le comportement continue hein, comme d'habitude. Mais par contre, émotionnellement et cognitivement, vous n'êtes pas raccord avec votre comportement. En fait, voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les combinaisons sont possibles. Vous pouvez avoir des changements qui se font d'un point de vue cognitif ou émotionnel, comportemental, et ça dépend des cas, ça dépend des individus, ça dépend des situations. En tout cas, le changement, il est pérenne quand les trois dimensions ont basculé, quand les trois sont raccords entre l'émotion, le comportement et le cognitif. Donc généralement, l'ordre chronologique des bascules va du plus facile au plus difficile. C'est-à-dire que, en règle générale, vous avez d'abord le cognitif qui va basculer, puis le comportemental, puis l'émotionnel. Alors je vous donne un exemple. Au départ, je suis dans mes habitudes. Tout d'un coup, je prends conscience qu'il faut changer, mais je ne le fais pas encore. Mais j'ai conscience qu'il faut changer. Ensuite, je change de comportement, c'est encore douloureux, non naturel. C'est-à-dire que voilà, j'ai pris l'habitude de faire différemment, mais ça me fait encore un petit peu... Émotionnellement, c'est pas toujours très facile, ça me stresse ou ça me travaille un peu. Et puis au bout d'un moment, bah, le nouveau comportement est devenu tellement naturel. Et là, j'ai une mise à jour en fait de la vision du monde et des habitudes. Et du coup, là, c'est de revenir en arrière qui coûte très cher. Donc, il y a différentes stratégies qui sont adaptées en fonction du type de bascule que vous voulez provoquer chez quelqu'un. Si vous voulez travailler sur la bascule émotionnelle, déjà, c'est comprendre la vision du monde de l'autre, notamment au niveau de ses motivations intrinsèques et de son éducation, de sa culture, de ses croyances, de ses valeurs. Comprendre en fait tout ça. Si vous proposez un changement qui est cohérent par rapport à ses valeurs, par rapport à ses motivations intrinsèques, ça va être beaucoup plus facile de le faire basculer émotionnellement. Vous lui présentez en fait les choses, avec un recadrage qui correspondent à ses valeurs et à ses habitudes, enfin ses valeurs, ses croyances, etc. Et là, vous allez pouvoir avoir un changement qui va être changement émotionnel qui va être plus spontané. Vous pouvez tout simplement aussi, il y a toute une part de communication non verbale hein, pour faire basculer le côté émotionnel.
tout simplement la séduction, le rapport de force aussi, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une autorité naturelle, ils vont avoir cette capacité finalement à embarquer les gens, ou du leadership. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi tout à fait provoquer une bascule émotionnelle. Les émotions positives que vous vivez avec quelqu'un, ou vous faites vivre à quelqu'un, et là, on est de toute façon, de manière générale, sur l'émotionnel, on est beaucoup plus dans la forme que sur le fond. On est beaucoup plus dans le non-verbal que dans le verbal. Alors, sur le ton de la voix, enfin, etc. Il peut y avoir plein d'aspects. Vous pouvez aussi avoir des gestions des surinvestissements. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe. Je ne l'aborde pas dans la formation, mais sachez que quand on est trop focalisé sur des résultats, parfois on perd un peu de vue les moyens qu'on a à disposition. Et aider quelqu'un en fait à se reconcentrer sur les moyens qu'il a à disposition, ça lui permet d'avoir moins de stress sur le résultat à atteindre. Et le fait de travailler pas à pas, ça peut permettre comme ça de gérer un surinvestissement. Donc c'est-à-dire que on a vraiment très envie de faire quelque chose, mais finalement on bouge pas, on n'arrive pas vraiment à avancer dessus, il y a du sabotage. Et on va avoir des techniques de coaching qui permettent d'aider là-dessus. Alors ça, c'est un petit peu plus avancé, c'est un petit peu plus complexe, ça demande de faire un cursus en approche neurocognitive et comportementale, donc je le développe pas dans cette formation. Quelque chose par contre que vous pouvez faire qui est beaucoup plus simple et qui est extrêmement puissant, c'est tout simplement de pouvoir provoquer des expérimentations positives répétées. Quand une personne vit des expériences positives contraires à ses croyances d'avant, et qu'il réitère finalement le fait que mais finalement c'est génial l'agilité, là on est en train d'essayer, c'est génial ces ateliers et tout, ça se passe super bien, mais la co-construction ça marche. Au bout d'un moment, il y a eu une bascule émotionnelle, c'est associé à des émotions positives, et là du coup c'est gagné pour le bascule émotionnel. Il peut y avoir aussi la gestion de l'homéostasie. Donc l'homéostasie, on a vu qu'il y a plusieurs formes d'homéostasie, mais que ce soit les deuils, les biais, certains biais, la gestion des conflits, qui sont des formes d'homéostasie, vous pouvez, si vous arrivez à les gérer, si vous arrivez à les traiter, vous pouvez effectivement provoquer une bascule émotionnelle. La gestion des modes mentaux pour imposer les émotions négatives. Alors là, la gestion des modes mentaux, on le verra plus tard dans la gestion du stress, mais effectivement, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est dans une attitude négative par rapport à qui est tout le temps en train de critiquer, le fait de l'aider à pouvoir prendre du recul avec ses idées négatives, le fait de l'aider à basculer, à nuancer, donc à basculer en mode mental adaptatif, par rapport au jugement d'une situation, ça peut être extrêmement utile pour la bascule émotionnelle. Donc quelqu'un qui ne supporte pas, par exemple, l'autorité, ah mais moi je supporte pas l'autorité, dès que j'entends qu'on me donne des ordres, je dis non systématiquement, et vous pouvez l'accompagner pour lui poser simplement la question, de lui dire, et trouve-moi 8 avantages qu'il y a à l'autorité. Alors au début, il va dire, il n'y a aucun avantage de l'autorité, ça sert à rien. T'es sûr? Est-ce qu'il n'existe pas des situations dans lesquelles l'autorité c'est utile? Par exemple avec les enfants. Est-ce qu'il n'existe pas des situations où l'autorité ça a du bon? Est-ce que toi-même tu fais pas preuve d'autorité par moment? Et le faire travailler finalement pour trouver des avantages à l'autorité, alors que c'est quelque chose qu'il déteste et qui l'énerve, ça peut l'aider finalement à apaiser à ça, à prendre conscience que ça peut avoir du bon aussi. Et finalement, quand il va être face à de l'autorité, il va avoir un peu plus de recul par rapport à ça. Il va être capable de plus basculer en mode adaptatif. Et du coup, il va être moins dans la négativité quand il est face à l'autorité. Ça marche avec le contrôle, ça marche avec toutes les intolérances de manière générale. Donc relativiser les intolérances, travailler sur les intolérances, c'est quelque chose aussi qui peut être utile. Et tout simplement être en cohérence avec la personnalité de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a une personnalité complexe. Si vous arrivez finalement à lui présenter les choses de manière cohérente avec sa personnalité, vous allez beaucoup plus facilement lui faire adopter finalement une émotion positive par rapport au projet ou par rapport à l'agilité ou par rapport à une transformation. Pour gérer le comportemental, il faut des nouvelles routines. Alors, vous pouvez par exemple, si vous savez qu'il faut que vous fassiez du sport, d'un point de vue intellectuel, c'est évident qu'il faut faire du sport, c'est bon pour la santé. Émotionnellement, je ressens du dégoût à être à pas être en forme, je sens que j'ai mal, ça me gêne, j'ai un peu peur pour l'avenir. Donc émotionnellement, je suis convaincu qu'il faut que je bouge, mais
j'arrive pas, je ne bouge pas, je ne fais rien. Et ben, à un moment donné, simplement planifier des tranches horaires, avoir des routines où vous dites, voilà, là, de telle heure à telle heure, je fais du sport. De telle heure à telle heure, je fais du sport, je bloque mon agenda. Et quand arrive le moment, eh ben, vous allez faire du sport parce que vous êtes mis une routine. Et ça, au bout d'un certain temps, c'est quelque chose qui peut aussi provoquer le changement, un changement comportemental. Récompense et punition, tout simplement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi avec le comportemental. Il y a un comportement qui ne va pas chez quelqu'un, bah, lui renvoyer un feedback négatif en disant non, ça c'est pas acceptable, ça ne se fait pas. Ou avoir la hiérarchie qui va réagir par rapport à ça pour dire non, ce comportement on n'en veut pas en entreprise. Voilà, ou simplement récompenser des comportements positifs. Ça peut aussi tout simplement amener enfin, ça peut aider finalement à, on va dire, soit à arrêter un comportement qui n'est pas bon, ou au contraire encourager un comportement positif. Le fait de définir des nouvelles règles aussi, c'est quelque chose qui peut aider à avoir un changement comportemental. À partir du moment où les gens connaissent les règles, ils sont d'accord avec ça, ils les ont acceptées, elles viennent d'eux. Ok, ben, ils peuvent changer leur comportement. Ben, ça ne se fait plus. Ok, bon, on va arrêter. D'accord. J'ai compris les règles, je les applique. Vous avez aussi des techniques de nudge ou de trigger, hein, c'est-à-dire que de déclencheurs hein, qui en fonction d'une situation, vous avez tac, vous avez quelque chose qui s'allume, une notification, quelque chose comme ça, qui fait que ça va inciter les gens à cliquer, à faire une action. Donc ça, il y a plein de techniques, il y a des bouquins là-dessus, des sites qui sont assez bien faits sur les nudges. Voilà, pareil, ce sont des habitudes comportementales qu'on provoque en fait dans certaines situations en jouant en fait sur le fonctionnement du cerveau. Donc ça, je vous invite à regarder ça. Je ne vais pas le traiter en détail dans cette formation, mais ça fait partie des techniques qui peuvent jouer sur le comportement. D'un point de vue cognitif, bah, convaincre quelqu'un, c'est aussi argumenter, c'est aussi être dans des dispositions où il est possible d'avoir un dialogue. Donc c'est finalement hein, réussir à convaincre quelqu'un d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire qu'il puisse changer d'avis sur un sujet, il faut qu'il puisse basculer en mode mental adaptatif. Et donc ça vient avec la logique, la nuance, le relativisme, la curiosité, toutes ces dimensions du mode mental adaptatif. C'est ce qu'on va essayer de provoquer chez l'autre. Et donc on va amener la discussion vers plus de logique, etc. Et donc on donne des arguments factuels, des chiffres, des expérimentations, on peut utiliser des métaphores, on peut utiliser des images, on peut utiliser des retours d'expérience, on peut lui poser des questions, on peut être dans une posture basse, il y a plein de techniques comme ça qui permettent finalement de convaincre quelqu'un d'un point de vue cognitif. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va bouger hein, d'un point de vue comportemental et émotionnel, mais déjà si vous arrivez à avoir une bonne discussion avec quelqu'un sur les avantages et inconvénients de l'agilité, les avantages et inconvénients du cycle en V, dans quel cas on fait comment, et on va les nuancer, on va les préciser, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, une discussion vraiment ouverte. Moi j'ai eu des cas de managers qui étaient finalement un peu réticents à faire de l'agilité à l'échelle, et puis finalement simplement avec une discussion logique, avec quelqu'un qui maîtrise bien le sujet, qui est capable d'apporter des réponses précises par rapport à des questions précises et tout à fait judicieuse en plus, hein, et intelligente, on arrive à créer une discussion, à créer une compréhension hein, chez l'autre, qui fait qu'il arrive à se représenter finalement la logique du système dans lequel il va être. Ça lui paraît tout à fait cohérent, ça lui paraît logique, et ça peut provoquer le changement chez lui en se disant non mais c'est bon, en fait je suis convaincu, tu as répondu à mes questions, tu as répondu à mes attentes, merci, bah écoute maintenant j'y vais. Et moi j'ai eu le cas comme ça d'un product manager qui était un petit peu réticent, et il avait des questions tout à fait judicieuses. Et en lui expliquant comment ça fonctionne, comment fonctionne le portfolio, comment fonctionne l'agilité à l'échelle, comment fonctionne la synchronisation entre les équipes, comment fonctionne la priorisation des enablers par rapport au MMF, comment fonctionne finalement certaines problématiques sur l'engagement des équipes, et ben à partir de là, à partir du moment où on a une discussion franche et très honnête, mais très argumentée, très logique, la personne à un moment donné dit ah oui non mais c'est bon, je veux bien essayer, on y va. Et j'ai eu après derrière quelqu'un qui était un acteur majeur de la transformation, quelqu'un qui était pro agilité à l'échelle et qui en comprenait en fait tout simplement tout l'intérêt quoi. Donc il ne faut pas négliger cet aspect logique. Souvent on a tendance à dire ah ouais mais lui il veut pas, il est bloqué. Prenez le temps quand même d'avoir une discussion logique et argumentée.
Il y a des gens, les gens sont intelligents et vous arriverez souvent à provoquer le changement simplement en expliquant les choses clairement. Alors, vous avez aussi des automatismes qui sont liés à des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des failles dans le raisonnement. Il peut y avoir des failles aussi dans ce qu'on pense des autres. Il y a plus de 200 biais cognitifs qui ont été répertoriés. Ça aussi, ça peut avoir ça peut créer des problèmes. Donc, il y a des techniques à approprier en fonction des biais cognitifs, souvent basées sur le fait de revenir à des faits, le fait de pouvoir poser des questions ouvertes, le fait de prendre du temps, ou le fait simplement de douter, d'une idée, de douter lors d'un raisonnement, ça peut aider finalement à se relire, à faire attention et à ne pas tomber dans les pièges des biais cognitifs. Donc ça, je ne vais pas rentrer en détail là tout de suite là-dessus, mais déjouer les automatismes, notamment des biais cognitifs, ça peut être très utile pour réussir à convaincre. Parfois, les gens sont juste bloqués dans des automatismes, dans des raccourcis de réflexion qui les empêchent de réfléchir correctement et de comprendre le biais cognitif qu'il y a derrière. Par exemple, le biais de planification qui fait qu'on a tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour faire une tâche. Et ben, le fait de savoir ça, on se dit, bon, ben, puisque je sais que j'ai un biais là-dessus, je vais prendre un peu plus de marge quand je m'engage sur une date. Voilà pour les stratégies adaptées. Alors, vous verrez que tout n'est pas forcément extrêmement détaillé, mais vous pouvez vous appuyer sur ça. Et ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui se dit convaincu mais qui ne bouge pas. Vous pouvez avoir des gens qui bougent mais en fait ne sont pas vraiment convaincus. Donc soyez attentifs en fait à ces différents niveaux, regardez les différents niveaux. Et ça peut être intéressant dans une transformation agile de vous poser la question sur des managers, sur des équipes. Est-ce que vraiment les 3 niveaux, la bascule est faite sur tous les niveaux? Donc je vous donne un exemple maintenant de recadrage systémique et 180 degrés avec ces 3 composantes cognitives, comportementales et émotionnelles. Donc la personne elle est dans ses habitudes au départ. Ok. On va faire un recadrage systémique pour proposer l'expérimentation d'un 180 degrés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a réussi à discuter avec la personne, qu'elle nous fait confiance, qu'il y a une argumentation logique. La personne comprend que il y a quelque chose qui ne va pas dans son mode de fonctionnement. Et donc, on lui fait prendre, on crée un recadrage, on lui propose en fait une expérimentation qui va être quelque chose de nouveau pour elle. Elle va devoir changer ses habitudes. Au départ, elle n'est pas forcément, elle l'a pas encore fait, mais elle commence à comprendre que ça pourrait être intéressant de le faire. Donc, on arrive d'abord à lui expliquer, à lui démontrer la logique, et à partir de là, elle s'est dit, bon, ok, je pense que ça pourrait être intéressant d'essayer ça. Ensuite, il va y avoir le comportement qui va basculer avec l'expérimentation du 180 degrés. Et là, du coup, la personne va tout simplement mettre en place le changement d'habitude qu'elle a décidé de faire grâce au coach, et elle va expérimenter ça. Le truc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si l'expérimentation elle est positive, parce que si c'est négatif, ça va être très compliqué de revenir derrière. Mais si l'expérimentation est positive, que ça se passe bien, et c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par quelque chose d'assez facile à faire, un petit pas, qui n'est pas trop douloureux, qui est quasiment sûr de bien fonctionner, c'est pas grave si c'est un échec. Mais en même temps, si c'est positif, là vous allez avoir une bascule émotionnelle, c'est-à-dire que le fait d'avoir des récompenses répétées, petit à petit, ça va modifier les automatismes. Il va y avoir une mise à jour de la mémoire, hein, finalement, sur les émotions en fait, qui sont associées à ces croyances et à ces chemins mentaux. Hein. Et ce qui fait que finalement, cette nouvelle habitude, cette nouvelle manière de faire, eh ben, finalement, elle est très positive. Elle nous apporte la résolution des problèmes qu'on avait. Et du coup, pourquoi ne pas l'adopter finalement, tout simplement. Et l'émotionnel, hein, lui, ce qu'il lui faut, c'est du réel. Ce qu'il lui faut, c'est du concret. Il s'en fout des blabla. L'argumentation, c'est pas quelque chose qui marche avec lui. Lui, il faut qu'il expérimente que ça se passe bien. Et s'il expérimente que ça se passe bien, alors émotionnellement, il va l'enregistrer. C'est quoi l'objectif de l'émotion? L'émotion, c'est l'objectif d'aller vite dans les décisions. On fait appel à l'émotion, très vite on sait si on doit réagir ou pas, on bouge ou pas, si ça se passe bien ou pas. Et donc ça nous permet finalement de retenir, ça aide à la mémoire aussi, ça nous aide à trouver le bon chemin, hein, parmi différentes possibilités, de manière assez instinctive et rapide.
Donc tout à l'heure, on a vu les dimensions du mode automatique et du mode adaptatif. Donc là, on les retrouve à gauche sur le mode automatique, routine, persévérance, simplification, certitude, empirisme, image sociale, et à droite, curiosité, souplesse, nuance, relativité, réflexion logique et assertivité. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on n'est pas binaire, quoi. On n'est pas dans la routine à 100% ou dans la curiosité à 100%. On peut avoir un niveau qui va de 1 à 9. Alors 1 à 9, c'est complètement arbitraire, hein, ça pourrait être de 1 à 100, hein, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on se positionne en fait plus ou moins vers la curiosité ou la routine. Pareil pour la persévérance, souplesse, etc., etc. Donc, chacun d'entre nous, dans des situations complexes ou nouvelles, on peut avoir tendance à plutôt faire preuve de persévérance. Bah, je suis dans une situation difficile, moi je vais faire comme je fais d'habitude et je lâcherai pas l'affaire. Ou au contraire, de faire preuve de souplesse. Bah, tout de suite, je vais comprendre que là, je dois accepter la réalité comme elle est, ça sert à rien de s'acharner. Ok, je vais faire le deuil, je vais passer à autre chose. Et donc chacun d'entre nous, chaque personne, se positionne sur cette échelle en fonction, on va dire, en fonction, alors ça peut bouger dans le temps, hein, c'est pas quelque chose de figé, mais on va avoir des tendances à être plus ou moins facilement vers l'assertivité ou autre. Vous avez une personne, elle va être par exemple, elle va être très sensible à l'image sociale, donc elle va être plutôt à gauche sur l'image sociale. Mais par contre, elle est énormément dans la nuance et la relativité, donc ça, c'est des choses chez elle qui sont très fortes. Donc elle a aucun problème, elle a beaucoup de facilité à faire preuve de nuance ou de relativité. Et donc, si vous notez en fait vous mettez une croix en fonction de votre niveau sur ces 6 dimensions, sur ces 6 axes, et ben vous allez avoir finalement une moyenne qui représente votre stressabilité. C'est-à-dire que vous êtes, dans une situation stressante, vous allez avoir plutôt tendance à stresser facilement si vous avez un degré de stressabilité qui est faible. Donc, qui est plutôt vers la gauche. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que mode automatique, mode adaptatif, vous avez différentes... En fait, ces 6 dimensions, elles ne sont pas prises par hasard. Elles vont de ce qu'on perçoit de la réalité. En fait, c'est d'abord qu'est-ce qu'on on acquiert comme information de la part de la réalité. Ensuite, on va avoir un traitement de cette réalité. Et après, on a une décision, une action qu'on réalise. Donc ça se fait finalement en trois grandes étapes. Et là, on va dire chacune des 3 grandes étapes sont divisées en 2. Donc on perçoit la situation, on l'accueille, ensuite on l'évalue, on va la classifier, on va la conceptualiser, après on va appliquer un modèle, et finalement on va prendre une décision, on va choisir de la manière dont on agit. Et donc sur ces 6 dimensions, alors la plupart du temps on peut être en mode automatique, donc on est dans un truc très simple, donc ça je ne veux pas en entendre parler, je fais comme d'hab, hop, je décide ça. Alors que dans le mode adaptatif, ça demande un peu plus de temps, ça demande un peu plus de réflexion, mais on est dans la curiosité, on va accepter les choses, singularité, relativité, réflexion logique et assertivité. Ce qui est important de comprendre, c'est que voilà, vous avez encore différentes nuances dans ces degrés entre mode automatique et mode adaptatif. Le mode automatique sur la routine, vraiment très automatique, c'est la néophobie. Tout ce qui est nouveau vous fait peur. Après, vous avez plutôt la routine, c'est un degré quand même un peu moins automatique, un peu moins strict. Vous êtes plutôt dans la prudence. Si vous commencez à être dans l'adaptatif, vous êtes quand même à être dans la prudence, mais vous faites un petit peu attention, mais vous y allez quand même. Et la curiosité, alors là, vous êtes vraiment très curieux par rapport à tout ce qu'il y a de nouveau. Donc voilà, donc ce tableau, ça vous permet encore plus de nuancer, en fait, entre mode automatique et mode adaptatif. L'objectif de ce schéma, c'est de vous montrer qu'il y a quand même de la subtilité et de la nuance entre mode automatique et mode adaptatif sur chacune des dimensions, et qu'il y a cette idée qu'on va de la perception de l'information à la prise de décision. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder, que vous pouvez avoir en tête, et qui peut être intéressant. Ce vers quoi je veux en venir, c'est que quand vous êtes quand vous basculez en mode adaptatif, vous pouvez avoir différents niveaux de bascule en mode adaptatif. Vous pouvez avoir une bascule qui est d'abord cognitive, c'est-à-dire que vous vous dites
Déjà, vous pouvez être en mode automatique complet, donc là, vous basculez pas du tout, et vous êtes dans votre mode automatique, refus, stress, vous bloquez, hors de question que j'entende parler de quelque chose de nouveau, c'est inadmissible. Et là, vous avez une cécité, un refus complet de prendre en compte la nouveauté. Vous pouvez faire une bascule cognitive, simplement. C'est-à-dire que vous avez conscience que votre comportement n'est peut-être pas optimal, mais vous restez quand même sur votre comportement et votre émotion. Vous avez conscience que c'est peut-être un peu gênant, mais vous ne bougerez pas. Comportemental, vous pouvez arriver en fait à une maîtrise de soi, c'est-à-dire que vous commencez, vous réussissez finalement à être convaincu d'un point de vue cognitif et vous arrivez à vous contrôler. Vous êtes très en colère, mais vous prenez sur vous et vous arrivez à vous maîtriser. Donc là, on est dans une maîtrise de soi. On a une bascule comportementale, qui n'est pas tout à fait nickel, hein, parce qu'on est encore un petit peu stressé, mais on arrive à se contrôler, on arrive à se maîtriser. Mais par contre, émotionnellement, au fond, ça bouillonne, quoi. Si on arrive à un niveau de bascule en mode adaptatif encore plus fort, là, on a commencé à avoir une bascule aussi émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a un accès au calme, voire à la sérénité quand on a une bascule qui est totale et complète. Et là, même face à une situation qui peut être stressante pour d'autres, qui peut être complexe ou difficile, vous êtes en totale sérénité, ça peut même vous faire rire, et vous allez avoir cette capacité finalement à traiter la situation avec un maximum d'options, un maximum de sérénité, et du coup vous allez prendre des décisions qui sont bien meilleures. Donc ce que je voulais vous montrer simplement avec ces schémas, c'est pas la peine de rentrer trop dans le détail, simplement c'est une illustration qu'entre mode automatique, mode adaptatif, il y a différents niveaux de bascule. La bascule elle n'est pas binaire, c'est pas auto ou adaptatif. Il y a plusieurs nuances, il y a plusieurs niveaux de bascule entre la cécité totale et la sérénité, et on voit qu'on retrouve cette logique de cognitif, comportemental et émotionnel dans le niveau de bascule. Donc le mode automatique, vous l'aurez compris, ça correspond finalement à la vision du monde en systémique. La vision du monde en systémique, ça regroupe finalement toutes ces croyances, ces valeurs, ces habitudes, etc. et qui construisent en fait la vision du monde de quelqu'un. Et ça correspond exactement au mode automatique qui sont définis par tout ce qui n'est pas du mode adaptatif. Donc plus une composante de la version de la réalité est ancrée profondément chez l'individu, c'est-à-dire ancienne et précoce dans la construction de sa personnalité, plus elle sera difficile, voire impossible à changer, mais puissante à utiliser. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui, dans sa personnalité profonde, c'est-à-dire dans ses motivations intrinsèques, ou bien dans sa confiance en soi a priori, si c'est quelque chose qui est très ancré chez l'individu, c'est quelque chose qui ne changera pas, quelque chose qui ne bougera pas. Donc là, vous avez plutôt intérêt à vous appuyer là-dessus, vous pouvez avoir plutôt une stratégie, vous vous appuyez là-dessus. Donc pour illustrer ça, vous avez différentes... je vous ai montré en fait la relative difficulté de changer. Hein. Donc vous avez des choses qui sont très faciles à faire changer. Donc les motivations tertiaires, c'est simplement Alors je rentre pas dans le détail des motivations dans cette formation-là, parce qu'il y a 3 types de motivations. Mais on va dire qu'on a les motivations intrinsèques, ce sont des motivations qui sont profondément ancrées chez l'individu, depuis le plus jeune âge, qui correspondent vraiment à quelque chose de sa personnalité. C'est quelque chose qu'il aime faire malgré les échecs, il reviendra là-dessus, c'est quelque chose qu'il aime faire en soi. Et donc ça, vous ne pourrez pas le changer. Les motivations secondaires, ça dépend des résultats. Vous faites quelque chose pour obtenir un résultat. Ça, c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins facilement changer. Tout dépend de l'ancienneté de la motivation secondaire. Pour les motivations tertiaires, c'est quelque chose qui est facilement changeable. Les motivations tertiaires, c'est quelqu'un qui dit « Ah, j'adorerais faire du saut en parachute. » Et oui, alors qu'est-ce que tu as fait pour faire du saut en parachute? Moi, j'ai rien fait. Non, mais... Bon, et ben, en fait, si vous voulez, il y a des gens comme ça qui disent « Ah, j'aimerais beaucoup faire ci, j'aimerais beaucoup faire ça », mais qui font jamais rien pour le faire. Donc ça, c'est facile d'en faire le deuil, c'est facile de passer à autre chose. Le positionnement grégaire, donc là, c'est tout ce qui est rapport de confiance en soi, confiance aux autres. Alors, pareil, je rentre pas dans les détails là, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est pas essentiel dans une transformation agile. Mais sachez que le rapport à soi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est ancré vraiment dans la personnalité de quelqu'un. Néanmoins, il peut faire un travail sur lui-même pour pouvoir gérer son rapport à soi. Donc ce schéma aussi est intéressant pour voir que la culture d'entreprise, une culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est assez délicat en fait à changer. Ce qui est plus facile à changer, c'est les pratiques et les attitudes.
parce qu'avec des nouvelles règles, on peut changer les comportements, on peut changer les habitudes. La culture d'entreprise, par contre, c'est quelque chose qui est lié aux valeurs, qui peut être ancré de manière beaucoup plus profonde dans les individus.